Aujourd'hui, il reste au moins 4 mystères passionnants que la physique doit encore résoudre. Les humains ont toujours voulu voler, mais cela avait toujours semblé impossible. Les Grecs anciens ont raconté le mythe de Dédale et de son fils Icare, qui, après avoir fabriqué des ailes avec des plumes et de la cire, se sont envolés du labyrinthe dans lequel ils étaient emprisonnés. Mais ce n'était qu'un mythe. Vers 1500, Léonard de Vinci a construit plusieurs engins en bois grâce auxquels il espérait que nous pourrions enfin voler. Mais ils n'ont pas fonctionné. De toute évidence, il y avait un problème de physique qui devait être résolu. Ce n'est arrivé que lorsque le mathématicien néerlandais Daniel Bernoulli, quelques 200 ans après Léonard, a résolu le problème du fonctionnement d'une aile. Le principe de Bernoulli, selon lequel la pression de l'air est différente sur la face supérieure bombée d'une aile et sur sa face inférieure qui doit rester plate. Les humains savaient donc enfin comment faire pour voler. Mais il a encore fallu attendre près de 200 ans après Bernoulli pour que les frères Wright construisent le premier avion motorisé en 1903. Avant de pouvoir voyager vers les étoiles, nous devons encore résoudre d'immenses problèmes de physique. Dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons certainement pas accomplir un voyage interstellaire dans des fusées propulsées par combustion chimique. Il y a 2 raisons pour lesquelles il est tout aussi fou d'essayer de voler vers les étoiles dans une fusée que d'essayer de traverser l'océan Pacifique à la nage. Premièrement, les étoiles sont trop éloignées et deuxièmement, nos fusées sont trop lentes. Même la vitesse de la lumière est trop lente. Il faut environ 4 ans à la lumière pour atteindre l'étoile la plus proche du Soleil. Il faudrait à une fusée moderne des dizaines de milliers d'années pour atteindre Alpha ou Beta Centauri. Alors, oublie ça. De toute évidence, la science a devant elle un grand nombre de problèmes de physique difficiles à résoudre avant que nous ne puissions un jour voyager vers les étoiles. Mais ce n'est pas impossible. Tout d'abord, le mystère de l'espace lui-même doit être résolu. La question « qu'est-ce que l'espace ?» est actuellement le grand sujet de la physique. Cela a l'air de quelque chose de très élémentaire, mais parfois les questions les plus simples sont d'une importance capitale. Un peu comme « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Oh non, pas encore du poulet. Certains progrès ont été réalisés au cours des 100 dernières années pour découvrir ce qu'est réellement l'espace. Albert Einstein nous a montré avec sa théorie de la relativité restreinte de 1905 que l'espace n'est pas seulement l'espace, c'est aussi le temps. Einstein a montré que l'espace et le temps sont une seule et même chose. Tu es ici et maintenant, et je suis ici et maintenant dans un espace-temps relativement différent. C'est le mathématicien allemand d'origine lituanienne Hermann Minkowski, professeur de mathématiques d'Einstein à Zurich, en Suisse, qui a inventé le célèbre terme de continuum espace-temps. Donc maintenant, nous n'avons plus seulement l'espace a disparu. Ce que nous avons à la place maintenant, c'est l'espace-temps. Les deux sont liés dans un continuum. L'espace et le temps sont maintenant une entité à 4 dimensions, parfois appelée espace de Minkowski, qui peut être représenté géométriquement comme un cône de lumière. Mettons que l'ici et maintenant, au centre du cône de lumière, soit la Voie lactée. Le passé est la seule partie que nous soyons en mesure de voir. Nous ne voyons que les choses telles qu'elles étaient lorsqu'elles nous ont envoyé leur lumière. Mais à mesure que nous avançons dans le futur, notre horizon de lumière s'élargit et nous pouvons voir davantage. Qu'y a-t-il à l'extérieur du cône de lumière ? Nous ne le savons pas, mais il pourrait y avoir beaucoup de choses. Nous commençons tout juste à mettre le pied dans la porte. Mais nous allons la forcer à s'ouvrir un jour. 10 ans après avoir publié sa théorie spéciale de la relativité, Einstein a publié sa théorie générale de la relativité dans laquelle il a montré que l'espace-temps se déforme en présence de la gravité. C'était l'étape suivante. Tout à coup, la gravité en tant que force avait disparu. Maintenant, nous avons le champ de gravité et il se déforme en présence d'une masse. Si l'espace-temps peut se déformer, peut-il aussi se casser ? Et si l'espace-temps peut se casser ou se rompre, qu'y a-t-il de l'autre côté ? Avec ces questions, les trous noirs sont soudainement devenus le deuxième grand problème à résoudre pour la physique.
Si l'étude des trous noirs, un terme inventé en 1967 par John Wheeler, un ancien collègue d'Einstein à l'Institute for Advanced Study de Princeton, dans le New Jersey, est devenue une si grande préoccupation pour les physiciens modernes, c'est parce que les trous noirs semblent rompre l'espace-temps et ouvrir une 5e dimension. Et s'il y a 5 dimensions, il pourrait y en avoir d'autres. On trouve des trous noirs dans la nature, dans les centres galactiques où les gaz et la lumière en orbite sont accélérés par la gravité à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Puisque rien ne peut voyager au-delà de la vitesse de la lumière dans cet univers, les trous noirs pourraient-ils mener à d'autres univers? Heureusement, nous n'avons pas besoin d'aller au centre de la Voie lactée pour étudier les trous noirs. Nous pouvons les fabriquer dans un laboratoire, ici même, sur Terre. Et quel laboratoire? Le Grand Collisionneur de Hadron, ou LHC en Europe, est un laboratoire souterrain circulaire de 26 659 km de long, conçu pour explorer l'espace-temps subatomique et les particules qui l'habitent. Le LHC est la plus grande machine jamais construite. Que fait le Grand Collisionneur de Hadron? Il brise des choses, comme par exemple des protons et d'autres particules qui peuvent être accélérées par les kilomètres d'électroaimants souterrains. Après avoir été puissamment accélérées jusqu'à presque la vitesse de la lumière, ces particules entrent en collision avec des noyaux atomiques lourds, comme l'or par exemple. Les noyaux bombardés se brisent alors en une multiplicité de particules fondamentales plus petites, dont sont faits les protons et les neutrons, des quarks de toutes sortes, couleurs et saveurs. Et non, il n'y a pas de quark au goût chocolat. La physique quantique est l'étude de la matière et de l'énergie aux niveaux les plus fondamentaux. Maintenant, grâce à la modernisation du Grand Collisionneur de Hadron, qui le rendra encore plus puissant, il sera possible d'observer la formation de trous noirs lors de ces collisions au niveau quantique. Ces trous noirs seront minuscules, minusculement quantiques. Ils ne devraient exister que pendant une fraction de seconde avant de se dissiper. Les scientifiques du CERN, en Suisse, nous assurent que les trous noirs qu'ils fabriquent ne perceront pas le sol pour rejoindre le centre de la Terre et commencer à avaler la planète. C'est important de le savoir. La mise à niveau du Grand Collisionneur de Hadron sera terminée entre 2025 et 2027. Nous sommes poussés par notre besoin impérieux de découvrir ce qu'est l'espace-temps. Sans ça, nous pourrions rester coincés sur cette petite planète Terre sans jamais être en mesure d'explorer l'univers. Le temps fait également partie du mystère de l'espace. Après tout, cela s'appelle l'espace-temps. Le mystère du temps a été difficile à percer. Cependant, des progrès passionnants ont été et sont encore aujourd'hui réalisés. Un jour, comme le raconte l'histoire, Albert Einstein faisait une conférence sur la vitesse de la lumière. Dans sa célèbre formule E égale mc2, la lettre C signifie célérité ou constante, car la vitesse de la lumière est une constante universelle de l'espace. Un élève a levé la main et a demandé à Einstein « Mais la lumière ne passe-t-elle pas plus lentement dans un verre d'eau ?» Instantanément, Einstein s'est rendu compte qu'il avait toujours concentré son attention sur la rapidité de la lumière et n'avait jamais sérieusement envisagé la lenteur de la lumière. Avec son collègue, le mathématicien Satyendra Bose, ils ont calculé au début des années 1920 la densité qu'il faudrait à un matériau translucide pour arrêter la lumière. Ce matériau est désormais connu sous le nom de condensat de Bose-Einstein. Mais personne ne croyait qu'il pouvait être créé dans un laboratoire, jusqu'à ce que cela soit fait dans les années 1990. Le docteur Lynn Vestgaard-Hau de l'université de Harvard a créé un condensat de Bose-Einstein en surfusionnant des atomes de gaz de sodium jusqu'à 1 milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. C'est le point le plus froid que l'on puisse obtenir. C'est même plus froid que ma chambre en hiver. À cette température, les atomes du nuage de sodium se lient entre eux et commencent à agir comme un seul gros atome. L'espace-temps dans un condensat de Bose-Einstein prend une forme complètement nouvelle, que personne n'avait jamais observée auparavant. Enfin, grâce à l'utilisation d'une technologie de dimension quantique, la science mettait la main sur la structure fondamentale de l'espace-temps. À l'intérieur du condensat, la lumière s'est arrêtée, le temps s'est arrêté, et les atomes physiques ont pu être téléportés instantanément vers d'autres endroits. Toutes ces percées n'en sont qu'au stade du développement en laboratoire,
Ce qui nous amène au prochain problème que la physique doit résoudre pour que ces avancées théoriques et techniques sortent des laboratoires et entrent dans le monde réel de nos vies sociales et de nos politiques. Ce problème, c'est l'énergie. À l'heure actuelle, notre civilisation ne dispose pas d'une source d'énergie assez puissante, assez sûre ou assez pratique pour mettre la conception, la fabrication et la distribution de la technologie quantique avancée nécessaire afin de faire toutes les choses étonnantes dont nous découvrons aujourd'hui les possibilités, notamment les voyages interstellaires. Mais la nature possède l'énergie dont nous avons besoin, les étoiles. La force qui lie le noyau des atomes entre eux s'appelle la force forte. C'est la source principale d'énergie dans l'univers. Les étoiles libèrent cette énergie lorsque, grâce à leur immense gravité interne, elles font imploser les atomes d'hydrogène. Cela s'appelle la fusion nucléaire. Notre civilisation moderne n'a pas encore de réaction à fusion nucléaire capable de faire cela. Bien sûr, nous avons la bombe H qui libère de la force forte à partir de l'implosion des noyaux atomiques. Mais la bombe H n'est pas une source d'énergie particulièrement pratique à utiliser, n'est-ce pas ? Les pays développés possèdent de nombreux réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité à partir de la force forte, en brisant le noyau des gros atomes instables de plutonium radioactif. Ce sont des réacteurs à fission nucléaire, et ils se sont avérés, pas vraiment sûrs. Les réacteurs à fission nucléaire doivent être progressivement mis hors service, et ce, dès que possible. La course à la construction d'un réacteur à fusion nucléaire fonctionnel se heurte à de nombreux obstacles techniques et économiques. Le réacteur ITER, actuellement en cours de construction dans le sud de la France, est un projet international qui utilise le modèle russe tokamak d'un plasma de deutérium géant en forme de donut. Un consortium de 35 pays participe au projet ITER, et cela fait déjà 35 ans qu'ils y travaillent. Quelques 30 autres projets de réacteurs à fusion, de conception diverses, sont également en cours de construction dans plusieurs pays, mais aucun d'entre eux n'a encore réussi à obtenir une réaction soutenue ou une production d'énergie nette. Combien de temps le monde va-t-il pouvoir retenir son souffle en attendant l'énergie de fusion ? Voilà ce que j'appelle une question brûlante.